Les organismes vivants sont de véritables champs de bataille. Et lorsqu'ils ont la santé parfaite, ils triomphent facilement des agressions microbiennes. Le corps des animaux sont des machines à vivre. Ces organismes dont l'adaptation est indiscutable ont prévu les moyens de protection qui sont les immunités naturelles, qui sont les instruments d'une guerre manichéenne entre les hiérarchies de la lumière et celle des ténèbres. Guerre qui avait sa réplique sur la terre dans la lutte qu'opposaient les puissances du bien à celles du mal, pour la conduite de la destinée des organismes présents ici-bas, sans exception, reliant le microcosme, c'est la petite création, et le macrocosme, grande création. Dans la création, le sang est souverain. Il forme la défense du rhinocéros. Il mange que des plantes herbacées, 50 kg par jour pour un rhinocéros. Boit plusieurs kilogrammes par jour d'eau. Sa défense mesure 80 cm en moyenne, mais il n'est pas rare d'en voir qui atteignent une taille double. Sa peau est beaucoup plus épaisse que celle de l'éléphant. Sa corne est constituée par des fibres cornées agglomérées en une masse compacte, produite par le sang. C'est son propre sang qui lui fournit cette arme redoutable, qui grandit et se répare par l'intérieur. L'hippopotame ne consomme que des herbacées. Il est l'un des animaux le plus gros de la création. Les canines de la mâchoire inférieure peuvent atteindre 70 cm de long et pèsent 4 kg. Elles fournissent une ivoire plus fine que la défense des éléphants. L'éléphant mange par jour 100 kg de végétaux pour un éléphant de 5 à 7 tonnes, ingurgitant 200 litres d'eau. Durant sa vie, il change 5 fois de dentition. Les incisives des éléphants sont d'authentiques défenses pouvant peser chacune 70 kg en moyenne. Un record au British Museum de Londres atteint plus de 100 kg et est conservé religieusement au British Museum de Londres. 10 éléphants produisent en 24 heures 1 tonne de déchets solides et 2 tonnes de déchets liquides, ce qui vient à correspondre à un engrais naturel qui vient d'enrichir la terre pour une parfaite assimilation des plantes, herbacées, légumes et arbres fruitiers. Chez le monde végétal, toute espèce réunie. Et ceci est valable pour tous les animaux vivants sur le globe terrestre à moindre, à moindre importance. Mais tout participe. Pasteur a été un fils de la France. Il est né dans le Jura. Ses ancêtres cultivaient la terre. Et il a fait des découvertes sensationnelles reconnues dans le monde entier. Bien entendu, beaucoup de détracteurs ont fait savoir telle et telle chose, mais on ne fait pas une existence sans être calomnié et être sali. Surtout, vous avez beaucoup de gens qui salissent les gens
et qui ne sont pas capables de faire ce que ces hommes-là ont fait. Pour Pasteur, il a donné une école en microbiologie dans le monde entier. Éden. Albert Schweitzer, lui, ça a été un monsieur qui était vraiment près de la nature, près de la création. Il a réussi, disons, à ne pas être conquis par les intelligences artificielles. Il était seul et il était, disons, c'était une personne avec une âme tout à fait secrète, mais qui voulait justement faire quelque chose et donner un sens à sa vie. Docteur en théologie, docteur en philosophie, docteur en médecine, musicologue, organiste, missionnaire, il reçoit son prix Nobel à l'âge de 77 ans. Il est mort en octobre 1965, il avait plus de 90 ans. René Quinton est né à Chaumes-en-Brie. D'un père médecin, il est mort en 1925 à 59 ans. Il fit de brillantes études qui le destinaient vers la médecine, soit vers Polytechnique. Il voyagea en Égypte, en Grèce et en Italie. Cependant, il restera pour la postérité le créateur des lois de consistance marine et de l'un des maîtres de la biologie moderne. Ses travaux d'assistant au Collège de France sur la vie animale, le phasma marin est riche en agents essentiels pour la nutrition cellulaire. Le grand mérite de René Quinton est d'avoir compris la composition chimique de l'eau de mer. 90 oligoéléments pour 1 litre d'eau de mer. Et son utilisation en médecine, qui contient pratiquement tous les éléments existants au niveau de la croûte terrestre, dans des proportions équilibrées et harmonieuses, directement assimilables par les animaux. Son œuvre de pionnier en la matière de recherche est incontournable à tous les égards. Les travaux de René Quinton ont été mis en œuvre par d'autres savants de moindre importance. Il s'agit de la baleine bleue qui peut peser 200 tonnes. La baleine bleue est un monument vivant. Son organisme contient en moyenne 9 tonnes de sang qui vont nourrir 60 tonnes de cartilage et d'os, mais aussi 70 tonnes de graisse, de muscles et de peau. Le lait le plus riche de la création est produit par le plus lourd animal de la création du globe terrestre jamais existé auparavant. Le petit tête, sa mère, il lui faut tous les 48 heures près de 700 litres de lait. Pour réaliser un tel prodige, il faut 300 à 400 litres de sang en stagnation au niveau de la mamelle. Les cellules spécialisées de la glande lumière élaboreront le précieux liquide blanc, à savoir qu'un litre de lait de la baleine renferme 90 grammes de caséine, 40 grammes d'oligo-éléments et 70 grammes de matière minérale. Autre phénomène de la nature chez les animaux. Les saumons remontent des milliers de kilomètres pour aller frayer et mourir dans les rivières où ils sont nés. Les anguilles font elles aussi des milliers de kilomètres pour aller faire leurs petits dans la mer Saragosse. Les oiseaux migrateurs volent chaque année sur des milliers de kilomètres pour aller passer l'hiver dans les pays chauds. Le sterne arctique fait son nid dans le Grand Nord et traverse l'Atlantique et le Pacifique pour aller passer un second été polaire dans l'Antarctique, soit 35 000 km. Un anthropologue étudiant les populations de gorilles a constaté que 2 femelles et 6 des mâles avaient des fractures du crâne
guéris par le sang et le périoste. Le sang qui irrigue le périoste. À la suite d'une chute, une femelle gorille avait eu la mâchoire inférieure déformée parce qu'elle avait été brisée, reconstituée par le périoste irrigué par le sang. Bon, et cette blessure, d'ailleurs, ne semblait pas la gêner pour manger. L'orang-outan est surnommé le gorille asiatique, mais aussi l'homme des bois, en raison de sa vie sylvicole. L'anatomiste Schultz a constaté que 34 des membres d'un groupe orang-outan adulte avaient des fractures des doigts et des bras guéris. Les blessures avaient guéri très rapidement et la consolidation des fractures était parfaite. L'impitoyable sélection naturelle chez les poissons. Un œuf est produit par le sang des poissons. Un œuf, c'est un poisson éventuel. La limande qui pèse 1,5 kg pond 150 000 œufs. Pour un poids identique, le carassin en pond 300 000. La carpe commune, pour un poids de 30 kg, pond 1 300 000 œufs. La sole commune de 3 kg en pond 130 000. Le carrelet 7 kg en pond 600 000. 600 000 œufs. Le flétan de 350 kg pond 3 500 000 œufs. Le flétan noir de 45 kg en pond 300 000 œufs par an. La rascasse du Nord, 15 kg, répand dans l'eau entre 30 à 350 000 larves. Le barbu, de 4 à 7 kg 500, il va de ses 10 millions d'œufs. 10 millions d'œufs. Le turbo pèse seulement 25 kg. Pond chaque année 15 millions d'œufs. La rascasse rouge ne pèse que 1,5 kg, mais elle pond 200 000 œufs. La lotte ou baudroie affiche 40 kg et pond 1 300 000 œufs chaque année. Pourquoi tant de millions d'œufs? À cause de la sélection naturelle. Oh. Le mole ou poisson lune, d'une longueur de 4 mètres, d'un poids de 2 tonnes, pond 300 millions d'œufs. Sachant qu'un œuf peut donner un poisson éventuel, on voit la sélection naturelle s'opérer et son extrait ordinaire, mystère divin. Hein. Oh, écoutez, on en tombe hein, à l'arrière, hein. Tellement que c'est fabuleux. On a même du mal à y croire. S'il n'y avait pas eu des savants qui ont calculé, qui ont donné leur vie pour étudier, on pourrait dire... L'espadon ne pèse qu'environ 540 kg. Sa fécondité va jusqu'à 16 millions d'œufs pondus chaque année. Il a une vitesse de 137 km à l'heure. Il s'attaque au thon et parfois à des requins. Allez, les sturgeons étoilés affichent 70 kg, mais le vrai esturgeon mesure 3,50 m pour un poids de 300 kg. Et pour 2 400 000 œufs pondus chaque année. Le beluga, qui mesure 2,50 m pour un poids de 1,5 tonne, pond chaque année
7 500 000 œufs. Oh, dis donc, on est petit, hein. On est petit et on est con, hein. Franchement, dis donc. Oh, j'ai honte d'être un être humain, hein. La torpille poire va jusqu'à 70 kg. Elle produit des décharges électriques jusqu'à 220 volts avec une intensité de 8 ampères. Elle peut vivre dans les fonds de 350 mètres de profondeur. La torpille marbrée est plus nuancée. Ses fibres musculaires sont transformées en éléments électriques. L'ensemble produit des décharges de 45 à 200 volts avec une intensité de 3 à 7 ampères qui assomme ses ennemis. La longueur du requin pèlerin est de 14 mètres pour un poids de 4 tonnes. Son foie peut atteindre 500 à 700 kg. Notons que les foies de poissons de mer contiennent de précieuses vitamines D1. Dans les autres viscères, l'homme trouve à extraire l'insuline employée contre le diabète. L'huître géante travaille pour les chirurgiens. Les premiers pionniers de ces recherches ont été les Indiens Mayas d'Amérique du Sud. Les premiers de ces recherches ont été les Mayas amérindiens d'Amérique du Sud qui ont élaboré les techniques concernant l'union de la nacre et des os en général. Ils avaient découvert les propriétés de la nacre à s'unir par un mariage de la nacre et des os âgés de 1000 ans. Hein. Les propriétés de la nacre sont supérieures à celles du corail, déjà largement utilisées en chirurgie osseuse. Le corail se résorbe pour être peu à peu remplacé par les os. La nacre ne cède pas sa place et ne recule pas sa face à la matière osseuse naturelle avec laquelle elle se marie parfaitement. Un cylindre de nacre résiste à un choc de 1,8 tonne. Elle peut produire, et la nacre, créée par les invertébrés, et donne et élabore des perles précieuses. Elle produit des perles si précieuses qui est conçue par le liquide nourricier puisé au sein de l'écume de la mer. Les merveilles du sang est une merveille de la création qui est à notre service. Grâce à l'extraordinaire magie du sang, pour faire 1 kg de beurre, il faut la crème de 22 litres de lait. Un camembert, 1 litre de lait. 1 kg de gruyère, 10 litres de lait. Pour cela, il faut 500 litres de sang en stagnation au niveau de la mamelle d'une vache. Et le va-et-vient du sang pour réaliser un tel prodige. Mais aussi, pour faire 1 kg de cire, il faut 7 kg de miel. Sachant que les ouvrières font 500 000 voyages de la ruche aux fleurs. On peut avoir des craintes bien compréhensibles lorsque, en 10 ans, en France, 300 000 ruches ont disparu car la pollinisation se fait par les abeilles. À 90%. Sans commentaire. On est en train de regarder les oiseaux et on a été, disons, sidéré de voir un papier qui a été reconnu sur le monde médical. Ceci: les populations de plusieurs espèces de vautours indiens
ont vu leur effectif diminuer de 90%. En quelques années, la raison de ni la chasse, ni la disparition de leur habitat, mais la présence dans les carcasses de bétail dont ils se nourrissent, d'un anti-inflammatoire. Alors, on ouvre les parenthèses, diclofénac, on ferme la parenthèse. Le médicament ingurgité par les rapaces attaque rapidement les reins, entraînant la mort. Il est désormais interdit en Inde, au Népal et au Pakistan pour tout traitement vétérinaire. Le temps des regrets. Tu as beau lui donner des arbres et des fleurs, des planètes tournantes et qui jamais ne meurent, des légumes et des fruits qui le nourrissent. Il préfère pour ses goûts des mets qui le pourrissent. Tu as beau lui donner la santé chaque matin avec un art de vivre à portée de la main et la nature entière pour guide et conseillère. Il préfère de tout ça ce qui fait sa misère. Tu as beau, ô mon Dieu, lui donner tous ses cadeaux, il a choisi l'alcool à la fraîcheur de l'eau des montagnes. Les cuisines compliquées, mijotées, mélangées aux croquantes douceurs des vitales crudités, légumes et fruits. L'homme cherche le bonheur qu'il a sous la main, comme un myope qui cherche ses lunettes qu'il a sur le nez. En regardant la création, on s'aperçoit qu'il y a la création divine du paradis perdu terrestre par la faute de l'homme. Entre le macrocosme, qui est la grande création, et le microcosme, qui est notre planète Terre, souveraine. Le paradis terrestre a bien mérité son nom, paradis terrestre. Tout est paradisiaque sur Terre, sur la planète Terre. Tout est paradisiaque. Il suffit d'avoir beaucoup de bonne volonté pour comprendre ce que c'est. Mais dans la création, on nous dit attention. Et quand on voit la création, on voit des serpents, on voit des scorpions, on voit des mygales. La morsure de mygale peut tuer un lapin. Hein? Le scorpion peut tuer un cheval. Hein? Et le cobra royal, hein, qui peut mesurer 7 mètres de long et qui peut tuer un éléphant de 7 tonnes, donc il y a un problème là. Comment que ça se fait que 7 mètres de long pour même pas une vingtaine de kilos, même pas, hein, contre un colosse et éléphant de 7 tonnes. Hein, et ce colosse de 7 tonnes va trouver la mort, pas la morsure d'un cobra royal. On a du mal à y croire. Et pourtant, c'est une vérité. Et oui, mais ce venin, d'où il provient? Eh bien, c'est de par son sang. Il va manger, hein, des souris, il va manger des rats, il va manger des grosses couleuvres, hein, venimeuses, c'est pour certaines. D'autres, ils ne sont pas venimeux à première vue, mais ils ont les glandes à venin par l'arrière de leur maxillaire. Voilà. Et des grosses vipères. Ils mangent tout ça, le cobra royal. Et c'est le sang qui va élaborer ce poison mortel contre l'éléphant. L'éléphant qui va être piqué pas par les pattes, mais à l'intérieur de la trompe. Hein, voilà. Et la muqueuse est très fine à l'intérieur de la muqueuse. Il s'infiltre, il le pique et il meurt quelques jours après. Voilà. Uniquement par
le venin du cobra royal élaboré par un venin mortel, par sa nourriture. Avant de conclure tout, il y a une ethnie qu'il faut rendre hommage, ce sont les Amérindiens d'Amérique du Nord, les Cheyennes, les Apaches, les Dakota. Ils vivaient, disons, en harmonie avec la création tout entière. Leurs bisons, les ours, les rivières poissonneuses, les arbres, avec tous les arbres qu'il y avait avant l'arrivée d'outre-mer. Et ils avaient vraiment un respect pour cette création. Toute la création pour eux, c'était un acte divin. Alors j'avais commencé par les Amérindiens d'Amérique du Nord. Les Cheyennes, les Apaches et les Dakota. Ils avaient tout pour réussir, ils avaient leur nourriture, ils ne demandaient rien à personne. Il y avait une sélection naturelle et chaque jour, ils faisaient, disons, les bonnes actions pour que le Dieu Tout-Puissant les exauce en tout et pour tout. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Amérique du Nord, il y a eu des saints, des grands saints et des personnages d'une constitution tout à fait extraordinaire. Là, c'était un peuple de pêcheurs, de chasseurs et de cueilleurs. Et puis il y a eu une grande légende, la légende de la grande ours. Elle était racontée aux enfants par les vieux Iroquois lors des longues soirées d'hiver au coin du feu. Il y a longtemps se trouvait au bord de la rivière Owego un village Mohawk. Un jour, des chasseurs découvrirent dans la montagne les traces d'un ours géant. Peu après, on en découvrit d'autres à proximité des habitations. La forêt se vida alors de la plupart de ses hôtes. Et les indigènes mirent cette infortune sur le compte du plantigrade. La famine menaçait. L'un des chefs, nous devons tuer ce colosse. Cause de tous nos malheurs. Des traqueurs partirent sur le champ qui ne tardèrent pas à repérer une piste dans la neige. Le soleil se leva plusieurs fois avant qu'il ne rencontre la bête. Tous s'empressèrent de lui décocher une flèche, mais les traits se brisèrent les uns après les autres contre le cuir épais de l'animal. Fulminant de rage, chargea l'assaillant. Tous périrent, sauf deux qui, de retour au village, relatèrent les faits au conseil des sages. On mena d'autres campagnes de destruction, mais en vain. Une nuit, 3 frères rêvèrent qu'ils avaient tué le monstre. Et forts de ces heureux présages, se lancèrent à sa poursuite. Ils le traquèrent durant de longs mois et finirent par arriver au bout du monde. Pour leur échapper, l'ours géant préféra s'élancer dans le ciel. Les jeunes guerriers lui emboîtèrent le pas. Aujourd'hui, lorsque les Iroquois lèvent la tête pour contempler les étoiles, ils voient toujours les 3 chasseurs à la poursuite de la grande ours.